Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. On est là, on est chaud, on vous avait prévenu, les intros de ces podcasts n'auront plus aucun sens d'ici la fin de l'année, mais c'est pas grave puisqu'on est là pour vous parler de comics, mon frère. Oui, c'est ça, on est là. On n'a pas du tout pris de lacet avant d'enregistrer cette émission. Corentin, bienvenue, tu es avec nous. Ça va ? Tout à fait. Voilà. Non, mais c'est alors qu'on a essayé pendant 10 minutes de faire une intro avant d'en arriver là. La descente est rapide hein, quand même, tu vois. Corentin, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau numéro du format Back Issues spécial VO, puisqu'on a décidé d'être très sectaire hein, maintenant avec ces émissions, c'est-à-dire qu'on fait une fois de la VF et une fois de la VO, voilà. On mélange pas. On mélange plus. Parce que moi j'aime bien les trucs qui ça reste là où ça doit être. Enchaîne, je te jure, on va pas y arriver. Batman Catwoman 1 sera le premier des numéros que l'on va aborder, puisque voilà, on a sélectionné quelques titres qui nous proviennent de chez DC Comics, de chez Marvel, mais aussi de AWA, mais également de AWA et de Aftershock, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Corentin, le premier numéro dont nous allons parler aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on attendait depuis, grosso modo, presque un an, puisque à la base, c'était prévu... le mec se fout de ma gueule pendant que je parle. C'était un numéro qui était annoncé à la base pour janvier 2020 et qui finalement arrive en décembre 2020. Donc si les calculs sont bons, ça fait effectivement 11 mois de décalage. Ça s'appelle Batman Catwoman, c'est écrit par Tom King et c'est dessiné par Kleinman. Donc c'est l'équipe créative que l'on retrouvait déjà sur la maxi-série Heroes in Crisis du même auteur et du même dessinateur. Et c'est un peu la suite du run de Tom King sur Batman qui s'était achevé après 85 numéros sans que l'auteur n'ait pu finir en fait un run qui à la base devait durer grosso modo une centaine de numéros. Donc là en fait on va reprendre un peu les choses où il les avait laissées tout en se basant un peu sur la continuité que Tom King avait développée avec un certain Batman Annual 2 édité en VF donc dans le tome Batman à la vie à la mort qui grosso modo établissait selon les règles de Tom King un peu toute la relation entre Batman et Catwoman du présent jusqu'au décès de Bruce Wayne à la fin de ce numéro. C'est sorti il y a quelques temps maintenant, donc voilà. Donc là, on va vraiment se rebaser dans cette continuité. Où d'un côté on va avoir Batman et Catwoman qui enquêtent un peu sur la disparition de la fille d'Andrea Beaumont. Donc Andrea Beaumont, le fils d'Andrea Beaumont, donc Andrea étant l'un des précédents amours de Bruce Wayne, notamment qui nous vient de la série Batman The Animated Series, notamment du film Batman contre le fantôme masqué. Et en même temps, on va aussi avoir une intrigue qui se déroule un peu plus dans le futur, après donc le décès de Bruce Wayne qui est intervenu dans les planches de Batman Annual 2, où là, Batman et Catwoman ont une fille, hein, c'est Helena Wayne, et on suit donc Selina Kyle qui va rencontrer un vieux monsieur qui, a priori, a connu son enfant, son défunt chéri. Qu'est-ce que tu as pensé de ce numéro, Corentin, à la narration temporelle un petit peu confuse ? Attends, juste déjà, t'as mis combien de temps à deviner qui était le vieux monsieur ? Je l'ai deviné à la toute fin. Ah ouais ? Ouais, enfin, okay. à partir du moment à la toute fin. Ah, spoiler free ? Ouais, on essaie de pas trop spoiler quand même, quoi. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, moi, il faut déjà savoir que je suis à la fois un grand fan du Batman de Tom King pour énormément d'arcs, mais il y en a plein d'autres avec lesquels j'ai de gros problèmes. Pour moi, la période post-Nightmare, c'est la période où il fait ces fameux numéros one-shot qui sont censés évoquer... c'est trop bien. La psyché de Bruce Wayne après le traumatisme, etc. Moi, ça m'a pas trop parlé, très honnêtement. J'ai l'impression que le volume s'arrête un petit peu au procès avec Mr. Freeze, etc. Où vraiment là, on était sur un vrai bon pinacle de traumatisme pour Bruce Wayne qui venait de se faire larguer. Et puis le reste, vraiment, c'était du Tom King qui faisait du Tom King dans ce que les mecs qui n'aiment pas Tom King lui reprochent de faire, selon moi.
Donc j'ai effectivement eu un peu de mal à arriver à la fin de ce volume, mais effectivement à la fin de ce volume, l'intérêt c'était que Catwoman revenait et que bon, le plan de Bane était plus ou moins expliqué. Voilà. Donc là en l'occurrence, on s'est débarrassé un petit peu de cette espèce de longue fuite en avant qui a été le fameux plan de Bane, pour revenir sur un truc plus essentialiste, on va dire, sur qu'est-ce qui reste au personnage de la mythologie Batman sans Batman, puisque Bruce Wayne est mort. Donc on va un petit peu déterrer ce qui reste à déterrer des placards pour ces personnages-là qui ont vécu à la fois dans son ombre et à ses côtés et qui doivent encore régler certaines choses qui n'ont pas été réglées. Donc effectivement, Catwoman va se mettre un petit peu, au crépuscule de sa vie, on va dire, quand elle est plus âgée, se mettre un petit peu sur la piste de cette enquête qui n'a jamais été vraiment résolue, qui était donc le meurtre du fils d'Andrea Beaumont. Ça passe par différents points de scénario qui sont plus ou moins intéressants. L'intérêt principal, c'est que du coup, le Phantom Mask est enfin canon. En tout cas, dans la chronologie de Tom King, il est canon. On a aussi un Joker qui est assez impérial, en mode gangster, avec une grosse Thompson, une belle chemise rose, etc., qui est plus romantique, une sorte de truand un peu plus charismatique et moins fou d'ailleurs. Pardon. Excusez-moi, j'ai même du mal à me dire que c'est le même Joker que le personnage de The War of Jokes and Riddles, qui était vraiment un bon gros sociopathe, très peu causeur, etc. Après, il y a toujours un rapport un peu particulier à Selina Kyle quand même, hein, vu que c'est pas forcément une super héroïne. Tu vois, je trouve que même justement dans les numéros qui précèdent un peu le faux mariage, quand il lui disait justement, quand il lui expliquait qu'elle pouvait pas le rendre heureux. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, il attaque l'idée que le Joker et Catwoman sont les deux grands amours de la vie de Batman, en fait. Et du coup, les deux sont quelque part un peu des rivaux en amour, on va dire, ce qui du coup fait que ça justifie ce Joker plus romantique, plus beau aussi, plus charismatique, plus carré, etc., plus musculeux. Maintenant, voilà, comme tu le disais, la narration est assez compliquée à suivre, c'est-à-dire qu'on suit différents moments. Le moment où Beaumont va voir Bruce Wayne et lui demande de l'aider à retrouver son fils, le moment de l'enquête proprement dite, et le moment du coup où Bruce Wayne est mort de vieillesse, et d'une maladie du cœur, et où Selina du coup rouvre un petit peu l'enquête pour revenir sur l'échec entre guillemets de cette vie de Bruce Wayne. Donc c'est assez confus effectivement parce que on a du mal à capter le concept tout de suite. Il y a des changements un petit peu de narration, de temporalité qui se font au sein d'une même page, et un reproche qui a été fait et que je trouve très pertinent, c'est qu'il aurait été plus intéressant de faire comme pour Strange Adventure, c'est-à-dire d'avoir plusieurs dessinateurs pour chaque période temporelle en fait, parce qu'on sait que justement le run de King s'est bâti sur des dessinateurs un petit peu emblématiques, Lee Weeks par exemple, Mitch Gerads, Clayman effectivement, mais pas que. Et puis Michael Cranin par exemple, tu vois, ça aurait été intéressant de le voir revenir justement pour ramener un petit peu cette perspective plus noble, plus épurée dans le trait, parce que moi j'avoue que Clayman, je commence à en avoir un peu plein le cul. Ouais, je serais pas aussi sévère que toi, mais c'est vrai que son style commence. Moi je trouve il reste quand même solide sur le dessin. Mais il est solide, mais il y a des gimmicks. Il est en train de se Guilhem marchiser pour moi. Il a une façon, par exemple, de représenter le corps féminin, et je dis pas en mode JW ou Lou, etc. Moi, en l'occurrence, j'aime bien justement les beaux dessins de personnages féminins. Tout à l'heure, on parlait de Paul Renaud dans le précédent Back Issues, pardon. On parlait de Paul Renaud sur la Scarlet Witch, voilà, qui est une très belle femme, mais qui est pas non plus là pour afficher juste qu'elle a des gros nichons. On voit qu'elle a des gros nichons, mais c'est pas le cœur du propos, tu vois, le plan se met pas là-dessus. En l'occurrence, là, dans le numéro, t'as vraiment 3 pages qui se suivent, et sur les 3 pages, t'as un plan des fesses de Catwoman, dans des postures vraiment super abusées. Alors voilà, on sait que Clayman il fait du sexy et quelque part il le fait bien, donc voilà, mais c'est vrai que là dans ce truc, je trouve qu'il y a un souci de cohérence justement par rapport à Ranin qui avait dessiné cette fin de vie de Bruce Wayne et Selina quand on voit qu'ils vont avoir un enfant, puis quand on les voit beaucoup plus tard quand ils sont plus âgés. C'était pas Ranin, c'était Lee Weeks. C'était Lee Weeks. Ouais. C'était Lee Weeks et il y avait Michael Lark sinon sur ce numéro. D'accord, ok. Bon bah autant pour moi. Mais on voyait en tout cas un truc beaucoup plus entre guillemets libéré de la pression et du poids de Gotham City. Libéré, délivré d'ailleurs. Exactement, voilà. Ça, c'est cette fois je m'en vais. Voilà. Voilà. Comment tu veux que je reprenne là-dessus? Et là pour le coup on revient à un truc vraiment plus Gotham City, un peu à la fois c'est ombrageux, mais à la fois c'est sexy, à la fois c'est des truands qui évoluent dans un monde de truands, et c'est pas tout à fait gothique, mais c'est plus années 30. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y aurait eu des meilleurs choix à faire au niveau du dessin, que quelque part d'ailleurs le découpage de Clayman n'aide pas à la fluidité générale du propos.
Mais ça reste très beau, voilà. Là, je coupe les cheveux en 4, évidemment. Après, je pense que le découpage, il a été imposé par King. Mais je sais pas. J'ai du mal à me le dire. En l'occurrence, moi, du coup, j'ai cramé qui était le mec dès la deuxième page parce que, enfin, justement, quand tu connais un peu le style de King, c'est très très évident et je voyais très mal Bane finir par ressembler à un petit pépère comme ça. Donc voilà. Bon, après, moi, j'ai bien aimé. Très honnêtement, je trouve ça quand même assez intéressant et justement de revenir à ce côté un petit peu comme Strange Adventures, tu vois, à ce côté l'enfance, enfin la disparition d'un enfant, tu vois, c'est un truc qui occupe justement le scénario de Strange Adventures, c'est qu'est-ce qui est arrivé à la fille de Adam Strange et de Alana. Bah là c'est pareil, en fait on se demande un petit peu déjà qui était le gamin, enfin c'était le gamin de qui, tu vois, parce que bon, Beaumont on connaît la mère mais pas le père. voilà, quoi. c'est ça. Et du coup, il y a plusieurs possibilités, on va dire, qui rendent le truc un peu intéressant. Un petit peu comme dans Daredevil End of Days de Brian Bendis, où il y avait ce truc un petit peu qui était Mapone et compagnie. Donc moi, ça m'intéresse. Je trouve que c'est plutôt une bonne façon de faire une histoire un peu crépusculaire. Et voilà, en plus d'intégrer Fantasme, Mask of the Fantasme dans le canon. Mais je suis pas encore forcément, tu vois, je suis pas en train de bondir de mon siège. Tu vois, je trouve que c'est pas encore, c'est pas du Strange Adventures, c'est pas non plus. Non, justement, mais c'est un peu le problème, c'est que c'est un titre que tu as attendu tellement longtemps et qui devait être un peu quand même le pinacle de son run. Et même en interview, à moi, il me l'avait dit, il l'a dit dans d'autres interviews, qu'il veut un peu en faire son propre Dark Knight Returns. Bon, bah, sur un premier numéro, alors certes, il y en aura 12, mais ouais, c'est pas encore là. Hein. Ouais, après il faut voir, il est bon dans la durée aussi, en tout cas sur les arcs, King. Parce que Il est bon, il est plus quand même bon dans les comics que dans les macarons. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors là, Arnaud, je l'ai pas vu venir en plus, tu l'as jamais fait celle-là. Bah oui. Mettons 3 petits points pour laisser le temps aux gens le temps de rigoler. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, c'est que moi, en fait, King, maintenant qu'on a connu Mr. Miracle et même Strange Adventures ou même Sheriff ou les grands moments de son run de Batman, moi, je te dis, le rythme qu'il avait mis sur le procès de Mr. Freeze avec Lee Weeks, bon, évidemment, c'était Lee Weeks, c'était pas Clayman. Pour moi, il y a quand même un monde qui sépare les deux. Voilà, je trouve vraiment, c'est mon goût personnel, hein, je trouve vraiment que ça démarre bien, c'est pas encore vraiment le firmament que j'espérais justement pour une fin de run aussi longue et qui a quand même été chercher des trucs assez ambitieux le long du chemin. Et voilà, pour la vraie, je pense que je suis biaisé parce que justement le style de Clayman me plaît beaucoup moins que le style d'autres collaborateurs de King. Enfin, tu vois, je te dis, Ranin, pour moi, quand il a fait I Am Bane, l'arc qui se passe à Santa Prisca, tu vois, avec ses plages de jaune et compagnie, je trouvais ça vraiment incroyable. Weeks, incroyable. Guerraz, incroyable. Clayman, c'est juste très bon. Et mine de rien, je trouve quand même qu'il y a un problème au niveau de la sexualisation de Catwoman. Voilà, désolé, je suis matrixé par le féminisme, je ne sais pas. Et en tout cas, on peut faire mieux. Et justement, pour une histoire qui est aussi morbide que ça, je trouve que c'est limite malvenu de merder. Non, mais ça fait un peu hors propos du coup. Ouais, bah ouais. Alors tu sens bien qu'il essaye un petit peu de mettre de la sensualité, notamment parce que voilà, t'as quand même aussi ces scènes où justement, ils sont en plein dans leur relation amoureuse qui est aussi assez charnelle et tout ça. Donc tu sens qu'il faut mettre, alors j'irai pas jusqu'à dire de l'érotisme, mais voilà, faut que ce soit un petit peu sulfureux, un peu calor, tu vois. Mais la passion. Ouais, la passion. mais voilà, c'est vrai qu'il y a certains plans où tu fais. Et en plus Puis là on parle d'enfants morts, quoi, tu vois. Je sais pas. Ouais, non, mais déjà, mais pas forcément le meilleur endroit pour. Bon, tu peux tout faire, mais le truc c'est que on lui a déjà reproché d'une part. Genre de la part du lecteur et tout ça, ouais, il y avait des affaires sur sa couverture sexualisée de Poison Ivy notamment. Et je sais pas, mais Tom King, il a quand même, ils bossent ensemble et tout. Il y a un moment, il doit bien lui dire. Je sais pas, tu vois, je sais pas comment il pense ça, mais moi, je pense qu'à un moment, si je donne une planche à un artiste et que voilà, je raconte une histoire un peu sordide et qu'à chaque fois qu'il y a une meuf, il l'a fait, regarde, je l'ai tourné juste dans cette position pour qu'on voit son boule. À un moment, moi, je lui dis, s'il te plaît, tu peux juste me la refaire en fait, parce que ça me saoule, tu vois. Même déjà, Heroes in Crisis, pour moi, il y avait vraiment des. Enfin, après, c'est le design de Harley qui, moi, me déplaît en général, mais c'est ce nouveau design voilà, qui me plaît pas. Mais ouais, je pense en fait que Clayman, c'est peut-être justement l'un des moins. Il est très bon, tu vois, c'est compliqué de dire que Clayman n'est pas bon. Mais par rapport justement à l'écurie Tom King, encore une fois, on y revient, Heroes in Crisis, c'est peut-être l'un des trucs les moins bons de Tom King. Aussi parce que c'était vachement survendu, mais aussi parce que voilà, c'était 10 numéros, 9 numéros 9 numéros, c'est 5 à 6 numéros de trop, tu vois, donc là on y revient. J'ai un peu peur, mais en même temps, bon, je me dis que c'est une question un petit peu d'affinage. Là, pour moi, Tom King, il est très bon sur Rorschach, il est très bon sur Strange Adventures, il va aller au bout de son idée sur Batman et Catwoman, c'est sûr.
J'attends juste de voir voilà comment parce que si c'est juste trouver l'identité du père du gamin, je les vois mal durer pendant 12 numéros. Mais tu vois, on prend un comparatif, la scène d'amour sur le toit de Gotham City par Mitch Gerads, où il y a cette fameuse proposition, etc. Enfin, c'est tellement plus beau, tellement plus élégant, c'est tellement plus sobre aussi, alors qu'ils ont baisé, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Mais c'est pas alors Catwoman, regardez là, c'est une bombasse absolue, et Ouais, c'est ça. Bruce Wayne, il est carré, mon gars. Non, là, c'était juste deux personnes qui s'aiment et qui s'envolent littéralement en l'air sur les toits de Gotham. Et il y avait un autre rapport. Peut-être qu'on est un peu prude, mais en tout cas, moi, personnellement, ça me plaît pas des masses. C'est pas ça. Non, mais ça pourrait être ultra sensuel et érotique, machin, mais il faudrait que ce soit juste un peu justifié, pas juste graveleux, tu vois. C'est pas... Ou alors dans une autre BD. Moi, je veux bien, à la limite, si tu veux faire Starfire. Hein Starfire. Mais non, mais tu peux me faire une BD de cul de Batman et Catwoman qui baisent, il y a pas de problème, mais fais-le dans un truc qui s'appelle Batman and Catwoman fuck, tu vois. Et au moins, on sait ce pourquoi on vient, tu vois. Je pense que TC serait vraiment galère de thunes s'ils faisaient ça un jour. Effectivement, je pense que eux, ils auraient plus de problèmes à le faire, mais je sais pas, tu vois. Enfin, tu demandes on a juste vu la bite de Batman une fois. Putain, tu demandes à Manara de faire une histoire érotique avec Batman et Catwoman, c'est bon, il y a le feu, plus. tu vois. Milo Manara, je veux dire, extraordinaire. Ouais, je sais pas. Bref, donc du coup, voilà. En tout cas, ça reste le bilan pour moi est positif pour ce premier numéro. Tu trouves, ouais. J'ai hâte de voir la suite. Moi, je trouve que oui, ça va. Voilà, j'ai envie de voir le second quand même. Tu vois, ça m'a pas, mais clairement, ça m'a pas autant enjaillé que ce que je pensais. Ouais, moi aussi, mais c'est pareil. Mais mine de rien, voilà. Enfin, ça reste quand même fantasme. Ça, c'est Mask of the Phantasm, hein, c'est pas. Oui. Enfin, je confonds avec Fantax. Non, c'est pas Fantax. Voilà. Non, c'est Fantasme en VO. Ouais. Ok, voilà. Bah, tu vois, ça reste ça qui revient un petit peu. Du coup, il y a une sorte de continuité un peu générale qui se boucle. Et... Oh, écoute, on verra au bout des 12 numéros, j'ai envie de te dire. Enfin, même au bout des 6, on saura si c'est bien ou pas bien. Ouais. Façon, donc, Effectivement. Allez, on continue avec un truc, par contre, qui t'a bien chauffé. Ouloulou, qu'est-ce que c'est? Ça t'a bien chauffé. C'est les symbiotes. Et c'est vraiment un truc, mais qui t'a bien relou. bien chauffé. Ça s'appelle King in Black. Avalanche de démons. Avec Donny Cates au scénario, avec Ryan Stegman au dessin. Bang. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a Nul, la divinité des symbiotes, qui n'est pas nul, justement. Qui arrive, Null. Non, c'est Null. Je pense que mais ça se prononce pas, en fait. Mais Nul, en français, c'est pas beau. Oui, mais du coup, tu dis Null. Ok. Null. Allons-y pour Null. Tu fermes ta gueule maintenant? Merci. Ferme ta gueule. Bref, donc la divinité des symbiotes qui avait été introduite dès le premier numéro du run de Venom de Donny Cates, qui là arrive sur Terre et bim, c'est la bagarre directe parce que voilà, il est pas là pour cueillir des fleurs. Hein. Non, il est pas là pour faire de la pâtisserie pendant le confinement. Lui, il est là pour casser des têtes, clairement. Oui. C'est pas gentil pour les gens qui font de la pâtisserie pendant le confinement. J'étais très jaloux de ces personnes-là. J'ai plein de potes qui font de la pâtisserie pendant le confinement. Oui, moi j'avais pas leur skills, donc j'étais très jaloux. Ok, d'accord. Donc laisse-moi exprimer ma rage, s'il te plaît. Tout à fait. Donc, ouais, alors voilà, c'est comme ça qu'on fait un event Marvel. Voilà, c'est pas genre Road to bidule, Alpha 1, Prime, machin, le numéro 1, on fait que tchatcher. Ah, regardez, lui dans le ciel, c'est le prince des cris, des scrolls. Tu veux pas le faire, ouais, ça, faut plutôt dire. C'est comme ça qu'on fait un event Marvel, c'est pas genre oui, numéro Alpha. We're King, il est méchant maintenant. Mais non, c'est de la merde, ça, c'est nul, c'est nul. Alors que là, tu vois. Je vais te faire un Road to machin pour être sûr que tu comprends. Non, là, direct, numéro 1. Invasion des symbiotes, yes. Bim. Il y a pas de, ça prend 0 gants. C'est invasion des symbiotes, les héros latéraux perdus, point, c'est tout, ferme ta gueule. Null il arrive, il voit le Sentry, il lui dit, écoute-moi bien petit. Je t'apprends le respect. Ce qui est trop marrant, c'est que t'as vraiment ce côté un petit peu Marvel Studios, tu sais, dans la scène de Avengers Infinity War où quand Thor descend sur Terre et t'as Banner qui crie waouh, vous êtes tous niqués maintenant, on a notre beau Thor qui va vous péter la gueule. Là, c'est pareil, genre Sentry arrive, tout le monde est en mode genre, t'as vu, c'est Sentry quand même, c'est plus fort de l'univers Marvel et tout, etc. Null il le prend, il fait non, mais non. Wow, ça va bien se passer. Et du coup, t'as le magnifique hommage de Ryan Stegman à la double page de Sentry dans Siege, mais en inversé, on va dire, qui est merveilleux, enfin c'est super agréable à regarder et de voir en plus que Stegman c'est une brute quoi. Mais c'est ouf qu'il ait pas baissé entre guillemets en niveau. Bon, après il a eu des arcs pour se reposer, mais qu'au bout de 30 numéros, tu vois, il fasse toujours autant cet effort là, tu vois, de faire un truc vraiment chargé, détaillé, puissant, genre les textures de symbiote justement qui sont toujours un petit peu onctueuses, tu vois, un petit peu, tu vois vraiment le côté, c'est pas juste un petit peu comme à l'époque de comment s'appelait-il le mec qui a fait le très grand volume de Lethal Protector,
Le dessinateur Mark Bagley, voilà ça. C'est pas du Bagley où tu sais, c'est juste des nappes de pétrole, tu vois. Là, vraiment, ils ont un côté un peu caoutchouteux, un petit peu pâte de terre cuite, tu vois. Et c'est vraiment agréable à voir. Directement, la terre entière est symbiotisée. Même limite, tu te demandes comment ils vont réussir à le battre, tu vois. Ça va tellement loin, direct, c'est en mode, non, mais il y a personne c'est qui peut tout le battre, principe hein. d'un event, hein, c'est de dire mais comment est-ce qu'ils vont faire. Et ça sent aussi le crépuscule du volume de Kate sur Venom. Bon, après, évidemment, je dis ça parce que je sais que le mec a 40 projets en indé à côté et qu'il y a bien un moment donné où il va finir par avoir fait le tour. Il a pas dit qu'il allait s'en aller après ça, je crois. Non, mais je dis ça sent, j'ai pas dit c'est son dernier arc. Je dis ça sent la fin du truc. Tu es un petit peu comme War of the Realms avait annoncé King Thor et qui était la fin du volume de Aaron. Là, sans l'annoncer, tu sens qu'Eddie Brock, il a plus grand chose à perdre. Qu'on te prépare un petit peu le moment où en gros. Ouais, tu penses pas qu'il pourrait y avoir un autre truc après Bon, moi je vais dire mon pronostic, que ce que j'imaginerais grosso modo, c'est que vu. Allez, c'est l'heure des pronos là. Non, mais tu vois, c'est que vu entre guillemets ce que représentent les symbiotes et nul. Si tu butes null, il n'y a plus de symbiote, tu vois, quelque part. Donc tu peux même t'imaginer, est-ce qu'il y aurait, entre guillemets, une continuité de l'énergie symbiotique si tu tues le dieu des symbiotes, tu vois. Donc je sais pas, je spécule un peu, parce que je sais pas si, quelque part, Marvel aura envie de se passer des symbiotes, mais en même temps, on sait que Marvel aime pas trop Sony et que quelque part, ça pourrait les faire Mais chier. il y a Venom 2 qui arrive, bien sûr Mais qu'ils vont pas s'en passer. rien à péter, Mais ils Venom vont pas... 2. mais- Tout le monde s'en fout de Venom 2. Moi, de limite, tu vois, je verrais bien Marvel faire 850 comme avec les millions de X-Men et les Inhumains, tu vois, une époque où ils voulaient casser les couilles de la Fox, tu vois. Je dis que t'es petit. Mais non, mais ils gagnent pas d'argent là-dessus, mec. Ils gagnent pas d'argent chez Marvel. Enfin, ils en ont rien à foutre. Bah, quelque part si, parce que Sony paye quand même des droits à Eh ben, Marvel. écoute, prenons les paris. Mais en tout cas, moi, je pense que, en tout cas, pour Donny Cates, c'est le début de la fin. Et C'est facile, parce que ça peut se finir dans 50 numéros, tu vas faire « Ah ouais, mais je l'avais dit, c'était le début de la fin à l'époque !» tu me casses les couilles. donc toi, tu prédis que ça se finit en 2021, quoi, son run. Ouais. Voilà, Ouais, ok. ouais. Voilà, ça c'est un Voilà. pari. C'est mon pari. Genre même la première moitié de 2021. Non, plutôt la seconde moitié. J'aimerais bien une mini-série. Facile ça, facile. Non, mais jamais une mini-série sur le fils d'Eddie Brock, par exemple, tu vois. À terme, on va dire. Mais toi, tu dis même pas Venom. Qu'est-ce que tu me fais chier? Tu sais même pas de quoi tu parles depuis tout à l'heure. Ça m'empêche pas d'avoir un avis. Ok, d'accord. Bref, donc du coup, voilà, grosso modo, c'est quand même une très bonne entrée en matière. C'est super beau à regarder, c'est super chargé. Ça met une tarte directe. Voilà, et pour le coup, on prend pas le temps de te dire il y a lui, machin, à l'autre bout de la galaxie, etc. C'est juste le vilain, il est là, vous l'avez attendu. C'est comme la scène au début d'Infinity War, tu vois, pareil, je reviens à ça, où quand Thanos il arrive directement, il pète la gueule de Hulk et tu te dis ok, d'accord, il est pas là pour faire de la pâtisserie pendant le confinement, comme tu disais. Et voilà, donc ça démarre mieux qu'Absolute Carnage pour le coup. Ça a l'air vraiment d'être grand, ambitieux, comme on veut. Que te dire de plus moi, ça reste toujours un volume de Venom que j'adore lire. Bon, je trouve vraiment c'est du début à la fin, c'est super bien. Il a même canonisé Null dans les origines de l'univers Marvel avec Silver Surfer Black. Donc là, vraiment, on sent que pour lui, c'est un petit peu le alpha vilain, le boss de fin. Ce qui est pas faux, puisque c'est aussi l'alpha vilain de l'univers de Thor, parce qu'il y a la Necrosphere des compagnies qui sert jusqu'au bout de King Thor, etc. Donc voilà, on a créé quand même ce grand vilain en 10 ans qui vraiment s'est répandu dans 2 volumes assez extraordinaires sur les personnages Marvel. Là, on arrive au bout d'un truc. Moi, je trouve ça vraiment cool que justement on ait réussi à le faire, à justement ne pas se reposer sur lui, on l'a déjà vu, etc. Pour vraiment imposer un nouveau vilain à la Darkseid, à la Thanos, qui vraiment, on voit sévère, tu vois. Enfin, juste voilà, ce qui arrive à Sentry. Quand tu connais l'histoire de Sentry, qui est vraiment considéré comme le Superman vraiment de l'univers Marvel au niveau de l'échelle de puissance. Là, tu te dis, bon, et en plus, pareil, c'est quand même. Mais du coup, là, on n'est pas. Parce que bon, je pense que les gens vont deviner ce qui arrive à Sentry, du coup, quelque part. Non, j'ai pas le droit de le dire. Bon, après, t'insistes depuis tellement, mais Oui, non, voilà. non, mais faut pas le dire quand même. Faut pas le dire D'accord, quand ok. Mais en tout cas, c'est couillu. Voilà, c'est sorti il y a une semaine à l'heure où on enregistre ce podcast. Enfin, c'est sorti là, mais je veux dire, quand le podcast sera mis en écoute, ça fera à peine une semaine. Donc, par respect. En tout cas, quand c'est même. couillu de démarrer un arc, enfin un crossover par ça. Tout Voilà. à fait. Et j'espère limite qu'il y aura d'autres situations du même genre et qu'on pourra faire un bon petit compte à la fin de l'événement, quoi. Un petit body count. Exactement. Ok, allez, on passe à la suite avec un retour du côté d'ici. Il y aura 3 titres d'ici dans la sélection du jour. C'est parce qu'ils ont quand même sorti pas mal de trucs, on va dire, un petit peu importants d'un point de vue éditorial. Donc là, on est de nouveau dans le DC Black Label avec un titre qui avait été annoncé pour le lancement du DC Black Label. Enfin, lorsqu'il l'avait annoncé, qui avait disparu des limbes après pendant pas mal de temps et qui nous arrive quand même en cette fin d'année. Ça s'appelle The Other History of the DC Universe. C'est écrit par John Ridley IV, donc le scénariste oscarisé de 12 Years a Slave.
et c'est illustré par Giuseppe Camuncoli. Et le principe est tout simple, il s'agit de raconter l'histoire donc de l'univers d'ici, mais du point de vue des minorités. Corentin, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est vraiment très très bien. C'est incroyable. Il est très probable que ça concourt aux Eisner l'année prochaine parce que c'est vraiment une série très engagée, très riche, en tout cas de ce qu'elle dit justement de l'histoire de l'essai comics et l'histoire des super-héros en général. Pour vous résumer ça, c'est donc le Black Lightning qui raconte un petit peu sa vie en périphérie de l'univers des super-héros traditionnels et donc blancs de DC Comics, donc depuis, pas forcément depuis les débuts, parce que quelque part ça ne colle pas au niveau temporalité. C'est vrai que grosso modo, lui, il t'explique que Superman est apparu dans les années 70 parce que le récit commence grosso modo avec l'apparition du Black Lightning, mais un tout petit peu avant aussi. Donc, à la fois, c'est très biographique, je pense, pour James Tynion par rapport à sa propre relation aux comics de super-héros. James Tynion, pardon, John Ridley, n'importe quoi. Mais ils ont Parce qu'il y a un fort. J'ai même pas fait exprès. Hein. Non, je crois que je me suis trompé. C'est pas, je crois que c'est pas Camuncoli, mais c'est Alex Diaz, juste l'artiste. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Pourquoi tu me dis que je me suis trompé? Non, j'ai dit que je me suis trompé, pardon. Insistons là-dessus. J'ai fait une erreur. Et je saurais l'assumer jusqu'au bout. Ne te formalise pas. Ouais. Donc, grosso modo, c'est de la prose. Donc, vous avez des... C'est un petit peu comme la trilogie de titres Paul Dini, Alex Ross, tu sais, sur Superman, Wonder Woman et Batman, où tu sais, c'était juste des planches de Ross avec des textes en prose mis à côté. Là, c'est pareil, mais c'est aussi très biographique, un petit peu à la New Frontier. Ça couvre l'évolution de la mentalité américaine vue par la politique. Ça prend des éléments du réel, beaucoup d'éléments du réel. La présence de Ronald Reagan, les différentes guerres qui ont traversé les États-Unis pendant la guerre froide, les attentats aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich. Oui. Et voilà, donc en fait, comme je disais, pour moi c'est assez biographique parce qu'en fait ça te raconte un petit peu le point de vue d'un jeune, on va dire fan de comics ou fan de super-héros noirs, qui en fait s'aperçoit que quelque part les BD en question ne lui ressemblent que très peu et qu'il y a très peu de personnages qui viennent de son environnement. Ça évoque par exemple l'apparition de John Stewart. Et on t'explique par exemple le problème, ou en tout cas le paradoxe de John Stewart, c'est que certes c'est le premier Green Lantern noir, mais c'est un personnage de remplaçant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le héros de la série Green Lantern. Et là quelque part tu vois un petit peu justement la colère de Black Lightning qui te dit bah ouais super, on a enfin un super-héros noir, mais c'est juste un second couteau qui est là dans le cas où Hal Jordan serait occupé ou ne pourrait pas assurer sa mission. Donc voilà, c'est vraiment un rôle de faire valoir quelque part. Donc il y a ça, il y a le fait par exemple quand Black Lightning est apparu, il explique que la presse l'a vu un petit peu comme une menace, parce que justement si ça avait été un Batman, on l'aurait vu comme un héros parce qu'il était blanc, mais comme il est noir là en l'occurrence c'est plus compliqué. Il y a un regard qui est même assez dur et assez critique de Superman, qui est vu comme le héros de l'establishment blanc, qui est là pour protéger l'Amérique réganienne. Batman, on te dit clairement que c'est un psychopathe, hein, on te dit clairement, même s'il a beaucoup œuvré avec Black Lightning au sein des Outsiders, là voilà, on voit un petit peu comment petit à petit des héros noirs commencent à apparaître avec Vixen, avec Cyborg, au fur et à mesure que ces personnages-là apparaissent dans la chronologie vraiment c'est ça, j'allais dire une portée chronologique un peu. Oui, je te dis, mais c'est vraiment... enfin, j'ai pas envie de dire comme Alan Moore, mais il y a vraiment ce côté, en fait, déconstruire la chronologie réelle de la bande dessinée dans notre monde à nous, à travers les yeux d'un personnage de fiction, en fait. Tu vois, où on passe du Silver Age au Bronze Age, et on va ensuite aller vers le Modern Age. Donc c'est super engagé, évidemment, c'est super bien dessiné, c'est vraiment... c'est très chargé en texte. Donc là, vous en avez pour votre argent si vous aimez lire. Il est très probable que ça va marquer, entre guillemets, l'histoire des comics de super-héros dans ce que ça dit, entre guillemets, du médium. Parce que voilà, c'est vraiment une charge revendicative qui se met en accord avec, justement, tout un tas de films ou de séries qui traitent un peu de ces sujets-là, tu vois. C'est une BD qui sort un peu de Black Lives Matter, on va dire pour la reconnaissance publique des Blancs pour l'histoire des Noirs aux États-Unis, mais vue par le prisme de la bande dessinée. Donc c'est vraiment super bien, c'est assez pointu, c'est même parfois assez dur à lire. Genre, quand tu vois justement le portrait que Black Lightning fait de Superman, t'as un réflexe un peu défensif, de blanc en fait, quelque part, où tu te dis bah attends, t'es un peu dur, enfin ça reste quand même un mec bien, etc. Mais il faut bien se dire qu'évidemment, comme le dirait justement Black Lightning, les super-héros ont jamais rien fait contre la violence policière envers les Noirs, tu vois. Et ça c'est un truc qui est réel, qui est concret. Et que quelque part, à travers le personnage de Black Lightning, c'est aussi John Ridley qui s'exprime contre les vraies limites politiques et sociologiques des super-héros blancs qui vivent dans leur monde de fiction, dans lequel évidemment la police n'est pas violente, puisque si la police était violente, alors Batman devrait lutter contre la police, alors que Batman c'est le meilleur ami des flics. Donc voilà,
que dire. Je pense que vraiment ça risque d'être un vrai tournant. Moi, je trouve ça vraiment cool qu'enfin DC l'ait sorti. Quelque part, je me demande si l'affaire George Floyd leur a pas un peu forcé la main. Mais on sait que Michael Davis, a priori, avait prévu un projet similaire selon Reed Johnston, qui est un grand pote de Michael Davis. Comme ce projet-là n'est jamais sorti, DC a enfin pu faire ça. Moi, voilà, maintenant j'attends un petit peu le Black Lightning Superman que devait faire Trevor Van Eeden aussi. Parce qu'effectivement, ce sujet-là, il est important qu'il commence enfin à jaillir, parce que la solution ne s'améliore pas. Là, récemment, en France, on a aussi vu qu'on a notre propre lot de problèmes par rapport à la police raciste, et par rapport au racisme en général. Donc, que la fiction se pose ces questions, c'est toujours une bonne chose. Parce que tu lui donnes un coup de rétroviseur un petit peu pour voir ce qui était fait et pas fait à l'époque. Quelque part, tu vois, moi j'attends encore justement pareil une BD qui, peut-être par exemple par un mec comme Grant Morrison qui maintenant se définit comme non-binaire, pourrait revenir sur la façon dont l'homosexualité a été traitée en comics, tu vois, c'est un truc qui... Parce que t'as l'impression, si tu veux, que aujourd'hui, quand on pose ces questions-là, on passe directement pour un SJW ou pour un ultra-gauchiste et compagnie, alors que c'est juste des problèmes qui devraient tous nous concerner. Tu vois, c'est comme quand on dit, nous, qu'on est contre les nazis sur Twitter et qu'on se fait menacer de mort, tu vois. T'as envie de dire, mais c'est pas un truc de gauche ou de révolutionnaire ou de salopard de communiste d'être contre les nazis. Enfin, tout le monde devrait être contre les nazis et tout le monde devrait être contre le racisme. C'est des portes ouvertes enfoncées de le dire, tu vois. Et quelque part, justement, là, c'est pas juste... comme ce que certains lecteurs de droite ou d'extrême droite reprochent, c'est pas juste de la posture, c'est vraiment une lecture analytique, chargée, croisée, qui prend des points de la réalité et des points de la fiction pour faire un petit peu se poser des questions. Donc vraiment, voilà, moi je pense sincèrement que ça va, entre guillemets, être très important de le lire et que ça risque de recevoir un prix ou deux. En tout cas, pour justement cette espèce de réalité qui est mise dans de la fiction assez rigide, il faut bien le dire. Donc voilà, je vous la conseille, évidemment. Donc voilà, donc c'est un numéro à $7 quand même, c'est un petit peu plus Oui, après c'est un oversized et il y a beaucoup de texte. Hein. Oui, non, mais c'est juste pour rappeler que voilà, c'est une lecture qui en Black Label, voilà, donc un tarif un petit peu plus élevé. On va continuer un petit peu à parler de super-héros. C'est 3 numéros en tout Non, c'est bien plus. Ok, pour The Ever History c'est au moins 6 de mémoire. Parce que là, quand on s'arrête, on est vers mi-80 à peu près, au niveau de la temporalité fictive qu'il évoque. Donc, voilà. Ou alors je me serais trompé sur de la numérotation, mais moi il me semblait que c'était quand même plus long. Ouais, carrément plus long, quoi. On vérifiera. Écoute, je vérifierai effectivement. En tout cas, déjà, lisez le premier numéro parce qu'il est bien. Et donc je disais, il est bien. On va rester un petit peu dans le super-héros, mais aborder un cadre un tout petit peu différent, puisqu'on va du côté de Upshot, le label donc, de publication de AWA, de AWA Studios, donc le label fondé par Axel Alonso et Bill Gemas, et dont le flagship title, c'était The Resistance de Straczynski et Mike Deodato Jr., qui arrivera donc l'année prochaine chez Panini Comics. Et là, on est avec Erratic, si on le dit à la française. Donc, la nouvelle mini-série de Carrie Andrews. De Carrie Andrews, le génial artiste à qui on devait notamment en dernière production Renato Jones, The 1%. C'était tellement bien, Renato Jones. Puis il y avait Iron Fist aussi qu'il avait fait. Il avait fait un vraiment très très bien aussi. Ouais. Et donc là, le principe, c'est simplement de nous emmener aux côtés d'un adolescent qui a des pouvoirs, effectivement, mais il n'a pas des pouvoirs n'importe comment, c'est-à-dire que 10 minutes par jour, en fait, il a des pouvoirs. Et donc, techniquement, en 10 minutes, en fait, il doit résoudre les problèmes qui se présentent à lui. Mais dans ce premier numéro d'introduction, on va être plutôt vraiment dans l'établissement, la rencontre de ce personnage, de qui il est, de qui vient. Donc voilà, il vient de débarquer dans une nouvelle ville avec son frère et sa daronne qui galère à trouver du travail. Il découvre un lycée dans une ville où il n'a pas l'air de se passer grand chose, et donc chacun essaye un peu de prendre le moins de petits trucs pour en faire un peu son truc, pour que ce soit son année à lui, tu vois. C'est un gimmick qui revient beaucoup dans le numéro. It's gonna be our year. C'est ça. Et donc voilà, donc il va pouvoir aller découvrir un petit peu tous les personnages qui peuplent son lycée, sachant que lui, voilà, c'est un jeune garçon un peu paumé qui aime bien faire des dessins et tout ça, qui aime la culture BD. En fait, je me suis posé la question parce que tu sais, quand il arrive au lycée, il laisse tomber un dessin. Et du coup, je me suis dit, en général, quand t'as un jeune homme qui dessine, c'est souvent une mise en abîme, entre guillemets, du dessinateur qui se souvient un peu de sa jeunesse, etc. Enfin, de l'artiste ou du scénariste. Sauf que là, en fait, il y a un truc, c'est que ce héros-là, il est super beau gosse. Et tu sais, toutes les meufs lui disent, hey, cutie, etc. Donc, je me suis demandé, est-ce que c'est Carrie Andrews qui se met un petit peu en scène en mode,
Ouais, j'étais un peu le beau gosse du lycée, tu vois. Mais il dessinait Red Sonja, du coup, à l'époque. Quoi. C'est une barbaresse, effectivement. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on est plus vraiment sur de la présentation vraiment avant d'aller vers le concept, mais où on voit très bien que la problématique un peu sera de voir un petit peu comment, quand t'as. Enfin, c'est le côté, tu sais, je dois cacher mes pouvoirs, mais de façon encore plus poussée que ce que devait faire un Peter Parker pour Stanley, parce que là, le concept, c'est que il va pas pouvoir forcément se cacher, puisque quand les événements arrivent, en fait, il y a des témoins. Et on est dans une période très moderne où il y a tout ce qui s'appelle des smartphones, les réseaux sociaux, le fait de filmer des super-héros et que tu peux pas les flouter cette fois. Donc voilà, c'est un peu vers ce genre de problématique vers lequel on se dirige. Et alors, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Corentin, mais tu vas me le dire. Moi, j'ai bien kiffé. Moi, j'ai trouvé ça incroyablement beau déjà. Ouais. Le dessin de Carrie Andrews. Il y a juste là, il y a juste cette. Ouais, c'est très Spider-Verse. Mais ouais, mais justement, mais elle est tellement incroyable cette manche. De toute façon, il y a un effet Spider-Verse au sens où il met beaucoup d'aplats de texture par-dessus, trucs qui sont très réels. Enfin, pareil, t'as un moment donné où t'as la daronne qui va chercher les gamins à l'école. Ouais. Tu sais, en fait, tu vois en arrière-plan, en fait, c'est des photos de vraies villes, entre guillemets, avec un effet de texture hyper granuleux qui donne un côté un peu électrique au trait. Mais même, ça reste quand même vachement plus réaliste. Enfin, non, pas réaliste. Ça reste beaucoup plus comics en fait que ce qu'il faisait par rapport à Renato Jones, tu vois. Pour le coup, les personnages avaient, c'est un peu un trait à la Joke, tu vois. Ils avaient tous une gueule un peu bizarre. T'avais des lignes de fuite tout le temps. C'est plus mainstream, on va dire. Quoi. Ouais. Et puis il y a moins le côté chaque page, il va mettre un effet justement sur chaque colorisation, etc. Là, bon, écoute, c'est Ultimate Spider-Man, mais avec le truc des 10 minutes, grosso modo. C'est-à-dire que c'est une série. Enfin, une série, on sait pas encore, mais ça commence comme une série scolaire. Dans lequel on voit la première journée de ce gamin qui arrive dans son nouveau lycée. Donc effectivement, très bizarrement, toutes les oulettes veulent sa peau. C'est ce qui m'a juste fait trop marrer. Et il arrive pas à se faire des potes. T'as le bully classique du lycée, mais qui apparemment est comme un peu plus distant. T'as le grand frère vachement populaire, un peu à la Archie, qui lui arrive aucun mal à se faire des copains, etc. Et puis t'as la daronne qui arrive pas à trouver du taf. Donc en fait, je trouve ça assez, comment dirais-je, convenu et pas le bon terme parce que du coup ça donnera un effet négatif, mais t'es dans les clous, tu vois, t'es dans les Charentaises, tu connais, voilà, si t'as déjà lu du Spider-Man-like, tout de suite t'es bien. Il y a un super vilain, enfin a priori un super vilain, un super méchant frustré un petit peu à la Renato Jones qui est un prof de communisme en fait, qui appelle tous ses profs camarades, et qu'en fait c'est une tête de con et que personne l'aime, etc. Alors que lui, justement, il veut juste expliquer que le bien commun c'est important, etc. Donc c'est assez bizarre, je trouve. Mais il y a même des trucs de toute façon, c'est toutes les scènes où il est en cours en fait, c'est un peu décalé en fait par rapport à ce que tu t'imagines de l'enseignement et du coup ça fait des scènes qui sont un peu. Mais il y a un côté community un peu avec tous les profs qu'on. Tu vois, genre la prof de lettres qui est une meuf trop qui veut toujours faire des câlins aux gens, le prof de sciences qui dit on n'aura pas de notes cette année. Tu fais mais j'ai besoin des notes pour arriver à une grande école derrière, on s'en branle de ça. C'est pas le rôle de la science, c'est pas le rôle de la science. Ou même la prof, l'autre prof qui dit non, mais vous êtes pas là pour réfléchir, quoi. En gros, tu vois, vous êtes là pour juste apprendre. Même il y avait ça aussi dans Ultimate Spider-Man, tu vois, dans Ultimate Spider-Man aussi, tu vois, les profs un peu barjots et tout. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme la BD les profs en fait? On va pas dire ça. C'est pour te mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à autre chose pour le premier numéro parce que Renato Jones, moi, c'est une de mes BD préférées justement dans le délire over the top, un peu grindhouse, un peu parodie. On défonce tout. C'est un Punisher d'extrême gauche, quoi, grosso modo. Un fameux Punisher d'extrême gauche. Putain, je le savais au moment où je l'ai dit. Bref, un Wolverine. Hein, on en parle du Wolverine. On en parle quand tu veux. On se fait un débat, on fait ça sur Twitch, voilà, direct. Allez, c'est bon. Après, c'est vrai que moi j'ai lu The Resistance en VO il y a un petit moment et du coup j'avais pas compris que c'était connecté en fait à cet univers-là. Mais là, moi je te rappelle que quand AWA avait annoncé vraiment son univers, il disait que a priori tous les titres se basaient dans un univers partagé. Alors c'est moins partagé que ce que fait un DC, un Marvel, mais quand même c'est vrai, on se rend compte dans ce numéro que ça se déroule dans la même, alors peut-être pas la même temporalité, peut-être pas au même moment que The Resistance, mais a priori ça se déroule un petit peu après les événements de la ce qui évite mini-série. Ce qui évite à Carrie Andrews de tout mettre dans le piège de l'origin story juste finalement parce que on comprend que le gamin a des pouvoirs très très vite et en fait on t'explique plus ou moins que voilà, c'est parce qu'il y a ce truc là qui se passait dans The Resistance. Donc vraiment moi j'ai bien kiffé, j'aime bien toutes les Spider-Maneries justement, les déclinaisons de modèles comme ça. Je trouve ça marrant justement la façon dont son trait qui est quand même super versatile se tourne vers ce côté un petit peu plus mainstream, pas forcément que mainstream, tu vois, genre ce qui est rigolo c'est tous les personnages si tu veux ils ont l'air un peu
un peu chibi, tu vois, un peu écrasé. Les nénettes, par exemple, tu vois, justement, beaux, tu vois que il fait en fait du dessin adolescent, mais il le fait comme on ferait un petit peu du manga un peu parodique, tu vois. Du coup, c'est super joli, évidemment, et je pense que pour un fan de Spider-Verse comme toi, Arnaud, c'est du bonheur. Bah, c'est pour ça que moi j'ai grave kiffé. Mais vas-y, développe. Parce que j'ai grave kiffé du coup. Ah, d'accord. C'est incroyable. C'est bien. Ça, c'est un discours, de l'argumentation, du fond, des faits. Ouais, complètement. T'imagines si on me payait pour ça? Oh, putain. Quel enfer. Ouais. Mais non, du coup, non, mais c'est ça, mais parce que c'est. Mais après, je sais pas, le truc, tu vois, c'est que l'art, c'est toujours subjectif de toute façon dans le style de dessin. Mais moi, c'est un style de dessin juste qui me parle. En fait, je trouve ça beau. Je trouve que c'est juste que c'est propre, que c'est un style qui visuellement me plaît. Vraiment, ça me plaît. Je trouve que les gamins sont juste bien dessinés. Je sais pas, c'est trop con, tu vois, c'est bien dessiné. Et puis, je te disais juste, effectivement, là, t'as une pleine page en ouverture qui est clairement une pleine page Spider-Verse, mais qui je suis désolé, moi je trouve qu'elle tabasse de ouf, à la fois pour le décor, pour le héros qui gravite, pour même l'utilisation du décompte en termes de narration. Enfin, il y a plein de bonnes idées. Le seul truc où j'ai eu un petit peu peur, c'est que je me suis dit qu'au bout de, là, je sais pas, de 15 pages, tu disais, bon, mais ça va être que de la tranche de vie de lycée, en fait, ou est-ce que ça arrive un petit peu l'action? Ouais. Et elle arrive, et quand elle arrive, ça déconne pas non plus, elle arrive vraiment, le design de la menace qui apparaît est aussi ultra mortel. Effectivement, moi, ayant lu The Resistance, de voir le petit clin d'œil au truc, je me faisais ah ok, pourquoi pas, tu vois. Enfin, du coup, j'adhère et je commence à peut-être un peu mieux percevoir cette dimension d'univers un peu partagé qu'essaye de faire AWA. Et puis voilà, enfin, c'est frais dans l'écriture, c'est drôle, ça se lit vraiment avec un vrai plaisir. Je sais pas, c'est clairement le genre justement, j'ai pas envie de tout ramener à Ultimate Spider-Man parce que moi je l'avais lu pourtant à l'époque quand ça avait démarré, clairement jusqu'à la mort de Peter Parker. Oh bah t'as bien lu alors quand même. Ouais, non, j'avais lu tout le volume sur Peter Parker. Bon, t'avais déjà vu du coup le côté slice of life de lycéen. Ouais, c'est ça. Mais quelque part, j'ai l'impression de le redécouvrir et tout, parce que quand je l'ai lu, à l'époque, je crois que ça venait pas de sort. Enfin, j'ai lu. Putain, je vais essayer de m'exprimer correctement. Vas-y. Je suis arrivé à la mort de Peter Parker quand c'était le dernier numéro publié, c'est-à-dire que j'avais pas démarré Ultimate Spider-Man à partir du numéro 1 quand le numéro 1 était sorti, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Très bien. C'est-à-dire que si j'avais continué à l'époque, j'aurais vu les débuts de Miles Morales en temps réel, ce que je n'ai pas fait, hélas, parce que je m'étais un peu détourné ensuite. C'est pareil ça. Mais là, j'ai l'impression de pouvoir redécouvrir une forme de Ultimate Spider-Man, mais dans l'instant T, tu vois, dans l'instant présent, et ça fait super plaisir en fait de voir ce genre de trucs émerger. Ça va durer combien de temps cette série? Il me semble que c'est une mini-série, il faut que je retourne. C'est ça qui est frustrant, c'est que si c'est juste de la slice of life lycéenne, il faudrait quand même pas que ça perde de vue entre guillemets l'intérêt du côté feuilletonnant de l'esprit c'est pas moi j'aimerais bien une ongoing là-dessus. Ouais, mais c'est pas une ongoing du coup, je pense. Merde. Donc c'est dommage. Après ils feront peut-être un volume 2 comme pour Renato Jones. D'ailleurs tu sens aussi quelque part que Andrews peut-être s'est dit qu'il avait fait un truc trop radical avec Renato, parce qu'on sait que voilà, ça n'a pas forcément autant marché que ça aurait dû, et que là du coup il revient à un truc quand même plus accessible, plus universel, plus... J'ai pas envie de dire grand public parce que c'est quand même voilà, il faut quand même que les gens aillent la chercher cette BD là, tu vois. Les gens ils vont justement préférer lire du Spider-Man ou du Spider-Gwen parce que c'est juste plus connu comme marque. Et puis il y a un problème d'accessibilité. Je sais pas si tous les comic shops arrivent à commander les, enfin pas, c'est pas qu'ils y arrivent pas, c'est que est-ce qu'ils les commandent vraiment, parce que est-ce qu'il y a déjà juste une demande à la base, tu vois. Ah bah créons-la. Allez chercher le bon erratique, les amis. Oui. D'ailleurs, du coup, on le voit pas encore en costume enfin, on voit le costume sur la cover, mais c'est tout. Et j'étais un peu frustré parce qu'il a l'air très bien ce costume. Ouais, après, elle a aussi l'inspiration Spider-Man. Évidemment, Arnaud, il est incroyable. C'est Spider-Man qui est payé. Ouais. Alors là, en fait, Arnaud essaie de retrouver péniblement la durée du truc. Il a fait déjà 3 sites. Mais en fait, c'est parce que parce que c'est sorti, justement, ça a été annoncé, vu que ça sort en décembre. En fait, ça a été annoncé du coup à l'automne. C'était la période où du coup, j'avais pas de plateforme fixe pour rédiger, donc du coup, je n'arrive plus à retrouver où est-ce que j'en avais parlé. Mais je suis sûr que j'en avais parlé à un moment, autre, quoi. Donc ça m'énerve un petit peu. En tout cas, voilà, c'était bien. C'était un bon numéro. On est content. C'était effectivement. Sinon, si tu veux, je parle du numéro suivant pendant que tu cherches. Yes, effectivement. Voilà. Et donc, le prochain numéro, c'est un truc sur lequel j'avais parlé sur Medium d'ailleurs, qui s'appelle Knock and Dead de Elliot Rahal, qui avait fait l'excellent. Ah non, c'est pour toi, ça en fait. Tu l'as pas lu? Non. Ah merde. Tu l'avais mis dans le programme? Ben oui, je l'avais mis dans le programme. Allons bon.
Ah bah oui. Ah non, j'avais juste vu le trial, ok, bon, autant pour moi. D'accord, donc toi tu l'as pas lu. Non, je ne l'ai pas lu. Et bien du coup, tu vas d'abord parler de Justice League Endless Winter Oui, bah, c'est vrai. numéro 1, donc qui est un peu l'event, enfin justement voilà, autant avant on avait dit ouais voilà Marvel c'est comme ça qu'on fait un event, et là on va plutôt faire bon bah d'ici votre après on va voir. Mais grosso modo, c'est un event un peu auto-contenu, voilà, qui se passe sur 9 numéros. Les 9 seront publiés là pendant le mois de décembre. Donc voilà, c'est une grosse histoire de bagarre où on s'amuse surtout en fait à faire du redesign de costumes de héros façon période glaciaire. Pourquoi? Bah pour vendre des figurines après, grosso modo. Je suis un peu cynique, mais c'est un peu quand même le délire, quoi. Et donc, grosso modo, la Justice League doit affronter le Frost King, donc voilà, un vilain nordique qui arrive et qui ramène l'hiver et qui fera plein de jokes sur les glaçons et tout ça, comme Mr. Freeze dans Batman versus Robin. Voilà. Exactement. Non, c'était Batman et Robin d'ailleurs. Batman et Robin. Batman vs Robin, c'est un dessin animé. Oui, c'est vrai. Pas terrible. Du coup, Endless Winter, est-ce que c'était bien ou pas? Parce que les designs de Michael Ramin étaient sympas, là, avec leur doudoune et tout ça. La réponse à cette question, c'est non. Non. Bon, d'accord. Non, en fait, voilà, sincèrement, j'ai pas envie de le défoncer, vraiment. Parce que, voilà, c'est un event d'escroc, tu vois. C'est un event qui va pas monopoliser toute la ligne, qui va juste s'éparpiller sur quelques séries qui auront bien envie de se passer la balle. Il n'y a même pas vraiment d'ailleurs de numérotation classique, parce que là c'est un numéro 1, mais ensuite ça continue dans Flash, donc voilà. Oui, c'est ça qu'ils ont réparti en fait tous les numéros dans différentes, soit dans des numéros de séries qui annoncent, sinon avec des numéros spéciaux quand même. C'est ça, ouais, à la Nightfall ou à la No Man's Land. Ouais, c'est chouette ça, non? Bon, oui. Je sais pas, moi je suis fan de l'idée qu'on ait une série en fait qui dirige et entre guillemets des à côté pour pouvoir aider les gens à s'y retrouver, parce que moi clairement je vais pas me faire chier à faire une fiche de lecture où je noterai un petit peu tout ce qui se passe dans chaque série du mois, mais bref, peu importe. Donc grosso modo voilà, donc c'est Howard Porter qui dessine, donc le mec qui avait fait Justice League 3000 que moi j'aimais bien à l'époque, et quelque part depuis je trouve qu'il a eu un peu de mal à transcender un petit peu cet essai-là. Très honnêtement, je vais pas prendre de gants, je trouve ça vraiment pas joli. Il y a des problèmes dans les designs, pas les designs, mais les expressions faciales des héros, genre quand ils arrivent, la scène d'intro, ils vont choper les Secret Six, c'est directement, c'est que des plans en plongée où ils ont tous l'air d'avoir des yeux sur le front, les effets de glace qui sont vachement envahissants, c'est une espèce de glace un petit peu, voilà, tu vois, je parlais de côté onctueux pour les symbiotes, là c'est vraiment un côté... c'est l'effet de glace comme tu l'as vu dans les mauvais dessins animés, dans les mauvais jeux vidéo qui abusent des effets de texture, etc. Le Frost King, bah voilà, c'est encore un gros vilain qu'on te sort du chapeau, qui va évidemment assimiler la technologie kryptonienne pour être super puissant, et qui après va devoir se bagarrer avec plein de membres de la Justice League dans un monde de froid. Je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que c'est un événement. Ils ont plein de trucs événementiels en ce moment chez DC, il n'y a pas besoin. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, tu vois, aujourd'hui. Voilà, c'est encore une fois, Batman Catwoman, a priori, va bien se vendre, enfin, en tout cas, je pense. Il y a Death Metal qui continue, t'as Strange Adventures, tu vois, t'as des gros titres en ce moment, Rorschach et compagnie. Pourquoi, en fait, faire cette espèce d'arc il y a déjà suffisamment de trucs à lire en arc, en plus, tu lis du Marvel et du DC, déjà, t'es un peu budget serré, on va dire, si tu veux acheter d'autres trucs en indé, par exemple. Ça démarre vraiment, c'est super anecdotique, quoi. C'est un début de crossover estival en hiver. Et ça a pour principal gimmick que comme c'est en hiver, il fait froid. Franchement, je sais pas, j'aurais préféré limite un numéro de Noël, tu vois, de 96 pages avec un arc stylé sur Mr. Freeze. Ouais, ils le font souvent, les anthologies de Noël aussi. Donc, non, pas anthologie, genre un petit arc, tu vois, à la The Golden Child, tu vois, avec une intrigue, un début, un milieu, une fin, qui prennent pas du temps. Un one-shot. Voilà, exactement. Qui prennent pas du temps à plein de dessinateurs et plein de scénaristes qui vont se retrouver embarqués dans le truc, alors que quelque part, il n'y a pas tant de choses que ça à raconter. Enfin, grosso modo, il fait froid, il y a un démon du froid, il faut lui casser la gueule. Ça va probablement impacter différentes mythologies qui ont un avatar du froid. Ouais, non, mais c'est sûr que tu vas avoir un numéro Batman avec Mr. Freeze, tu vois. Tu vas avoir un numéro avec... T'as pas regardé le sommaire? Non. D'accord, tu regarderas le sommaire. Je regarderai le sommaire. Mais grosso modo, voilà, moi je vois pas l'intérêt. C'est très Justice League, c'est pas tant Batman que ça, quoi. Mais il y aura du Mr. Freeze, quand même. Bah, je sais pas. Bah, si. Ouais. Bah, je suis sûr. Prenons un autre pari. Oh. Mais grosso modo, voilà, moi ça m'intéresse pas, et je trouve vraiment que Porter baisse en style. Ouais, ça par contre, j'avais déjà vu, même avec la preview de Endless Winter, j'ai fait, je sais pas, Howard Porter, quand c'était Justice League 3000, ça me bottait de ouf, c'était hyper bien. Et là, je trouve qu'il force, enfin, je sais pas, son trait, ça devient. Ce personnage se défigure un peu, je sais pas, il y a quelque chose qui au va niveau plus du trop, visage, il y a un vrai problème, de toute façon. Mais...
Mais voilà, enfin, que dire. Moi, pour le coup, enfin, je trouve que là, pour le coup, enfin, pour le coup, on est dans le bas du panier côté event. Ouais. C'était pour Puis trop montrer d'events déjà en 2020, je trouve, par rapport à la production de cette année. Il faut peut-être s'arrêter à un moment donné, quoi. Ouais, et puis déjà, quand tu fous Death Metal d'un côté, si c'est pour balancer Endless Winter de l'autre, j'ai envie de dire, tu nivelles par le bas un petit Et peu voilà, puis en de plus, tes Death events. Metal, Quoi, c'est déjà suffisamment envahissant, sans qu'on rajoute un truc qui n'a rien à voir avec. Mais tu te après, dis, mais comment le canon, personne t'oblige comment le à canon acheter. scénaristique arrive à fonctionner avec autant de trucs débiles qui se passent à droite et à gauche du planisphère, quoi. Bah, ils fonctionnent pas, c'est pour ça qu'ils font avec le même personnage. C'est pour ça qu'ils font Future State et leur pseudo relaunch en mars prochain. Hein. Bah, vivement. Hein. Exactement. Allez, on termine avec un petit titre indépendant Ouais. qui est sorti donc chez Aftershock Comics. Donc une maison spécialisée surtout dans les trucs d'horreur en général, des trucs assez sombres, fantastiques et tout ça, qui est pas vraiment dans les titres joyeux. Il y a quelques-uns de leurs titres qui paraissent chez Snorgle Comics comme Animosity, comme Jimmy's Bastard. l'excellent Jimmy's Bastards de Garth Ennis et Russ Brown. Il y a aussi le Insect dont on vous parlait dans un récent front page. Et donc là, en fait, on s'intéresse donc à un titre qui s'appelle Knock 'em Dead, qui est écrit par Elliot Rahal. Et moi, ça m'intéressait d'aller découvrir ceci parce que Elliot Rahal avait fait un fantastique titre, enfin, un fantastique comic book juste avant qui s'appelle Hot Lunch Special, qui était d'ailleurs dessiné par Rory Fornes. C'est un peu là que moi, personnellement, j'ai découvert le génie de Rory Fornes. Et Elliot Rahal, voilà, c'était une sorte d'affrontement de mafieux sur fond de commerce de sandwich. De distributeur de sandwich et c'était à la fois très très noir et très très drôle et c'est les Arméniens, je crois. Voilà, ouais, c'est la famille Kouri. Oui, c'est Europe de l'Est. Enfin, je sais plus, mais bref, c'est vachement bien. Voilà, c'était très très bien. Et donc là, on est sur son nouveau titre, donc qui est illustré par Mattia Monaco, donc à ne pas confondre avec la princesse, et qui, franchement, ça va. Bah si, franchement, franchement, ça passe. Mon Dieu. Franchement, moi je lui donne 10 sur 10 cette vanne, clairement. Et 10 sur 10 mais que pour le coup, je lui ai mis un 10 sur 10. J'ai reconnu l'auteur avant même de l'entendre. Tu as senti son odeur avant de l'avoir approché? Ouais, c'est ça. Ok, continue. Oui, donc Mattia Monaco, que je ne connaissais pas non plus pour l'instant. Et donc, de quoi ça parle? Grosso modo, c'est un comédien raté. C'est un comédien qui vraiment, enfin c'est un mec qui a un peu la loose là, qui vit dans le même appart que sa sœur gagne de la thune, lui non, parce que lui voilà, en fait il veut vraiment percer dans le stand-up, donc il écume toutes les nuits, il va dans les open mic, il arrive, il raconte sa blague, a priori c'est une blague de cul parce qu'il y a toujours l'emoji aubergine à la fin, dans les bulles en fait, tu vois pas la blague qu'il raconte, t'as juste des gribouillis, puis à la fin t'as un emoji avec l'aubergine, donc tu supposes que c'est une blague de cul, et a priori ces blagues de cul elles fonctionnent pas des masses. Donc il erre un petit peu comme ça. C'est vraiment un numéro assez contemplatif dans le début pour vraiment juste poser le cadre un peu pas déprécié non plus, mais un peu maussade vraiment d'un type qui essaye d'être drôle. Et on va enchaîner. Et en fait, le truc c'est que à un moment, donc, il va être pris en stop par un gars qui, au bout de 3 semaines à essayer des stand-up, a réussi à faire un peu rire quand même. Donc, il est un peu content. Il se fait ramener chez lui. Et là, paf, il y a un accident de la route. Le passager est mort sur le coup. Lui, il arrive, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Et en fait, il s'aperçoit que son pouls est plat, alors que pourtant, il est en train de parler. Et là, tu fais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout le pitch de la série par la suite, ça va te dire qu'en fait, il va avoir donc un peu cette expérience de mort, parce qu'il aura été mort pendant quelques instants. Et quand il revient à la vie, en fait, à la fois, il est capturé, enfin, il y a un esprit qui vit avec lui. Et grosso modo, c'est l'esprit qui va lui écrire ses blagues après et qui va le mener au succès. Le problème, tu vois, c'est que ça, c'est le pitch de la série, sauf qu'il n'est pas encore présenté dans ce numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, le truc avec l'esprit qui arrive, tu le verras qu'à partir du second numéro. Et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un numéro 1 qui prend trop son temps par rapport à pour exposer son concept, qui là est vraiment plus dans l'exposition tout simplement du personnage principal pour vraiment comprendre son rythme de vie, ce qu'il a envie de faire et tout ça.
en termes de pure façon de produire, en termes de single issue, j'ai un petit peu peur que les gens s'arrêtent après ce premier numéro parce qu'il ne saura pas passer grand chose. Et c'est dommage. Et c'est dommage, parce que bien sûr, si j'avais envie d'en parler, c'est parce que je trouvais que c'était vraiment bon. Il y a vraiment cette forme un peu d'humour, d'humour un petit peu noir, tu sais, du mec voilà, qui essaie d'être drôle, qui l'est pas, et qui du coup, tu rigoles un peu plus de lui qu'avec lui. Et en même temps, il est assez attachant. Je trouve que le dessin est beau, tu as une utilisation des couleurs donc, qui est vachement bien dans des tonalités un petit peu floues, un peu pop comme ça, qui sont un peu pour retransmettre cette ambiance nocturne en fait, tu vois, du personnage qui déambule dans les rues alors que peut-être qu'il devrait juste rentrer chez lui tout simplement. C'est aussi, au final, ce qui est l'univers du stand-up, c'est pas non plus quelque chose qui est forcément abordé beaucoup dans les comics, tout simplement. Donc voilà, au début j'avais un peu peur parce qu'au début t'as une impression un peu de voir les scènes de Joker, le film vraiment genre ce que j'allais dire. Comédie ratée, mais ça tu sens que ça va aller un petit peu plus loin et tout ça. Donc ça dépend forcément. Moi j'ai envie de vous le recommander par pure curiosité parce que je pense que c'est quand même voilà, déjà ça, Monaco en tant qu'artiste, je suis content de l'avoir découvert déjà parce que je trouve qu'il a... c'est pas dégueu non plus. Hein? Tu vois, ça c'est une bonne blague par exemple. De quoi? Non, j'ai dit en tant que ville, c'est pas dégueu non plus. Effectivement, ouais. Non, si. Non, parce que c'est à propos en fait. Oui, mais après, moi je l'ai pris au premier degré et pour y avoir été, c'est quand même un. Ouais, non, c'est de la merde. C'est un mood particulier, quoi. C'est un mood particulier. Moi, j'ai pas détesté, mais. Ville de droite, de toute façon. C'est une ville de droite, c'est sûr. Mais quand même, les Aston Martin, là, dans tous les coins, c'est quand même rigolo. Et donc voilà, un titre plutôt intéressant dont j'attends vraiment la suite avec une certaine curiosité et que je vous propose donc de découvrir, ne serait-ce que pour un peu le changement de ton, pour essayer d'avoir. C'est marrant, tu vois, parce que j'aurais presque envie de le rapprocher après juste ce premier numéro sur une forme de blue and green, mais qui s'adapterait au contexte vraiment de la comédie et du stand-up plutôt que celui de la musique et du jazz, tu vois. Donc je sais pas s'il y a des rapprochements à faire, enfin on verra bien avec les numéros suivants, mais voilà, moi tout, un petit titre chez Aftershock qui continue de montrer qu'ils ont quand même des propositions assez intéressantes qui méritent d'exister, donc je ne sais absolument pas si ça arrivera en VF un jour, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, si un éditeur nous écoute et que genre lisez Hot Lunch Special et ramenez-le en VF. Voilà, petite doléance comme ça. Wow. Je me permets. Bref, Corentin, c'est la fin de ce Back Issues VO déjà. Et oui, et pourtant ça fait quand même on a fait une petite heure. C'est bien pour une fois qu'on fait pas des formats de 4h30. Écoute, j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. On se retrouvera bien entendu pendant le mois de décembre pour un autre Back Issues pour aborder d'autres titres VO puisque la production elle ne va pas s'arrêter nenni bien sûr parce qu'il y aura plein de trucs qui vont sortir et puis dès l'année prochaine ensuite on va avoir du boulot avec un certain DC Future State Mekouille là qui va nous prendre très certainement du temps. Yeah. Et en attendant, Corentin, qu'est-ce qu'on dit ? Au revoir. On dit au revoir tout simplement. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez partager les émissions. N'hésitez pas aussi, je mettrai une petite news sur le Tipeee pour pouvoir aborder avec vous ces sorties si vous les avez lues. Comme ça, on pourra un petit peu en discuter. En tout cas, surtout moi, puisque Corentin ne passe jamais sur le Tipeee, vu que c'est un salaud. Ça va venir. Voilà, faut qu'il prenne un petit peu le truc. Beaucoup de temps libre très bientôt. Enfin, tout ça pour nous dire qu'on a été ravis de faire cette émission, qu'on espère que vous avez été ravis de l'écouter. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à partager. Donc, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il me manque? Rien, il me manque plus rien. Simplement, il me manque une phrase de conclusion. Qu'est-ce que tu Eh bien, j'ai envie de dire salut. One step, two step. C'est ça. Allez, salut, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Corentin? Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait un podcast. Ah bon? Oui. Alors, est-ce que tu pourrais juste... Non, tu veux pas les écrire avant? Ouais, je vais faire un effort d'écriture. Puis on recrute Doug, tu vois, il est marrant, Doug. On pourrait avoir un ghostwriter pour les intros. Arnaud? Oui. Allez, attaque. Fais chier avec tes intros de merde. Des comics en VO à ne plus savoir qu'en faire. La production américaine, chaque semaine, est variée. Elle a
Tu sais quoi, Et vaille. nique ta race. Pardon. C'est le vaille. Faute de mieux. Vas-y, attaque. Corentin, est-ce que tu connais la différence entre un bon et un mauvais crossover? Tu veux pas qu'on arrête les intros? Non. C'est bon, franchement, tu pioches là-dedans. Non, mais voilà, mais est-ce que tu connais Corentin, est-ce que tu connais la différence entre un bon et un mauvais crossover? Non. Eh ben, le bon crossover, il y a des splash pages, il y a des héros qui se bagarrent dans tous les sens, ça fait pif paf ouf la bagarre, mais c'est un bon crossover. Alors que le mauvais crossover, Oui. t'as des splash pages, Oui. t'as des héros qui se bagarrent, ça fait pif oui. paf pouf, mais c'est un mauvais crossover. Tu veux pas comparer les deux? Bah non. Non. Et donc ça, c'est l'intro. Ça, tu considères qu'elle est réussie? Ça, c'était grave. Je veux que tu mettes toute cette séquence en bonus de fin de podcast.